Alors très rapidement, bioMérieux, donc je ne sais pas si certains connaissent ou connaissent pas, on est souvent assimilé au vaccin, mais c'est pas ça. C'est une société qui a été créée en 1964. On travaille principalement sur ce qu'on appelle le diagnostic, avec deux typologies de clients. Donc les clients qu'on va classifier plutôt cliniques, donc dans le monde de la santé, et les clients plutôt donc industrie, donc ça va être de la pharmacie, de l'alimentaire, du vétérinaire par exemple. Le split entre les deux, c'est à peu près 80% de chiffre d'affaires sur le clinique et 20% sur l'industrie. On produit des systèmes d'analyse, de diagnostic et des équipements qui viennent s'insérer dans ces systèmes. C'est un petit peu l'approche en fait photocopieur ou machine à café. Et donc ces équipements en fait donnent une réponse au diagnostic qu'on recherche. Donc grosso modo, c'est soit un pathogène, soit une bactérie et donc un résultat associé. On est basé sur les 3 régions de la planète, donc avec un chiffre d'affaires assez réparti, plutôt fort actuellement côté Amérique et qui se développe aussi fortement côté Asie-Pacifique, et puis une Europe aussi qui reste à peu près constante. La répartition entre la France et l'international, c'est 10% du chiffre d'affaires en France et 90% à l'international. Donc, dans le cadre de cette présentation, en fait, on a travaillé principalement avec les équipes Global Customer Service. Donc, c'est une organisation globale. Donc, à savoir aujourd'hui que chez bioMérieux, en termes de base installée, on a à peu près 100 000 équipements chez nos clients. Ces 100 000 équipements ont on va dire des âges ou des notions de modernité ou de technologie très variées. Donc on essaye au maximum de les connecter. On voit que ce n'est pas toujours simple, notamment avec les clients cliniques, pour des raisons de confidentialité de la donnée. Et donc ces équipes Global Customer Service, en fait, ont 3 missions principales chez nous. La première, c'est gérer les techniciens qui sont sur le terrain et qui interviennent sur ces systèmes chez nos clients pour dépanner ou pour apporter du conseil. On a aussi donc de l'expertise centralisée sur tout ce qui est résultat, donc le résultat que donne la machine et l'interprétation que peut en faire le client. Et puis une volonté aussi de ce département de développer un maximum de nouveaux services. On commence de plus en plus à avoir de l'information à disposition, et donc ce département s'est dit qu'est-ce que je peux faire avec cette information. Donc il y a une petite anecdote chez nous, c'est que cette approche un petit peu data lake a fait pas mal fantasmer en disant j'ai plein d'informations, je vais les mettre dans un data lake et je vais voir ce qu'il en ressort. Le département Global Customer Service a une approche un petit peu différente en se disant je vais me poser d'abord les questions métiers, qu'est-ce que ça peut faire, et en fonction de ces questions, avec les technologies, avec la data science, qu'est-ce que ça peut m'apporter. Voilà. Je vais passer la main à Martin. Bonjour à tous. Bonjour à tous, donc Martin Richardon, je suis chez Capgemini Insight and Data et j'ai le plaisir d'accompagner les équipes bioMérieux avec mes équipes sur notamment ce projet de transformation et d'usage de la donnée. Le mandat qu'on nous a donné finalement sur ce projet au démarrage, et l'avantage c'est que c'était à un haut niveau de sponsorship dans l'organisation, c'est écoutez, on a pas mal de défis. Faites ce que vous voulez, mais sortez-nous des smart services qui du coup vont améliorer notre business. Donc pour onboard des équipes, on a partagé les constats suivants. C'est qu'en fait aujourd'hui on a énormément d'informations, de données, donc diverses, gros volumes, etc., en base. On a les technologies qui existent, qui permettent de traiter, stocker et de démarrer petit et grandir pour grandir sur ces plateformes. Et on a par ailleurs des méthodes scientifiques qui existent déjà depuis de nombreuses années. Donc c'est tout ce qu'on appelle aujourd'hui data science, advanced analytics, intelligence artificielle, mais que l'on a en fait aussi. Par contre, ce qu'on n'a pas, c'est les pépites, c'est les petites idées, c'est les cas d'usage qui vont faire du sens et vont apporter de la valeur à partir de ces 3 piliers-là. Et en fait, le vrai challenge, ça a été d'arriver à sortir ces cas d'usage et de trouver ces pépites dans finalement le terreau, enfin, dans le sol sur lequel on marchait.
Donc on est parti sur des groupes de travail avec des personnes qui ont des points de vue très différents sur les gammes d'équipements, donc des experts équipements, des experts R&D, des experts terrain, des gens qui gèrent le service, etc., pour avoir des regards croisés. Et on les a embarqués dans une série d'ateliers pour identifier ces cas d'usage, ces pépites, avec l'objectif qui était de dire il faut qu'on soit préoccupé par quelle valeur mon idée, mon cas d'usage va apporter quand je l'aurai mis sur le terrain. Parce que c'est vraiment là où finalement on va pouvoir profiter de cette valeur. Et en essayant de mettre à l'aise tout le monde sur le fait qu'on était dans une démarche où il y avait une incertitude sur la capacité à trouver l'algorithme qui va bien, etc. et qu'il fallait se l'approprier, cette incertitude, et être à l'aise avec pour pouvoir avancer. Donc on a fait un certain nombre d'ateliers de travail. On a ressorti un portefeuille d'une cinquantaine de cas d'usage qui en fait sont tous raccrochés à des piliers stratégiques du Global Customer Service. Donc en 1, c'est améliorer la satisfaction des clients, mieux les soigner, mieux les connaître, etc. En 2, c'est réduire le coût d'opérabilité de la base installée. Donc 100 000 équipements répartis partout dans le monde, ça coûte très cher en fait à opérer. Et proposer des nouveaux services, donc nouvelles sources de revenus, ainsi que du coup être davantage compliance sur les standards de qualité réglementaires. Donc un exemple de cas d'usage qui est ressorti, qui va être mis en live experimentation l'année prochaine, c'est un outil de troubleshooting qui va permettre en fait aux équipes de ne plus aller chercher dans de la documentation ou appeler les uns les autres, etc. pour savoir diagnostiquer la root cause d'un problème qu'a un équipement, mais du coup qui va fonctionner à partir des données de contexte que la machine renvoie, des informations collectées quand on a échangé avec le client sur le problème, et qui du coup va poser un certain nombre de questions de qualification à l'opérateur, au field service engineer qui est sur le terrain, et qui va du coup lui dire ok, au bout d'un certain nombre de questions, j'ai tant de chances que du coup la root cause soit celle-ci. Et derrière, voici la liste des actions, des pièces détachées à mener pour pouvoir résoudre le problème. Donc c'est un exemple de cas d'usage qu'on a dans notre portefeuille. Et en fait, pour rassurer et embarquer tout le monde dans cette démarche, on a bâti un truc qu'on appelle un operating model, qui est vraiment la pierre angulaire de la démarche, et qui permet à qui que ce soit qui se pose une question sur comment ça se passe, comment est-ce qu'on gère la qualité, mais où est-ce que ça va apporter de la valeur, etc. À chaque fois, on en revient là-dessus. Donc là, c'est un truc plus light que celui qu'on utilise, mais il se compose de 4 étapes. La première étape, c'est le portfolio. Donc c'est les idées, les cas d'usage que j'ai qualifiés qui sont dans notre portefeuille et que du coup, je raffine un peu régulièrement au fil des discussions et des échanges des équipes. Une deuxième étape qui est, je prends un cas d'usage, je la mets en ce qu'on appelle, nous, une phase de POC. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, en fonction de la complexité, on se donne un effort, une énergie, un budget, un temps, pendant lequel il faut qu'on résolve à la seule question qui est, pour mon cas d'usage, avec les données que je dispose et l'expertise de mes équipes, est-ce que je suis capable d'avoir un truc qui tient la route ou pas? L'étape numéro 3, c'est la live experimentation. Donc là, l'idée, c'est de se dire, la valeur que j'avais estimée de mon cas d'usage, quand je la mets dans les mains de mes opérationnels, est-ce qu'elle apporte autant que ce que j'avais imaginé? Parfois, on a des super prédictions qu'on peut faire. Par contre, quand on les met sur le terrain, en fait, elles ne servent à rien. Donc, du coup, tout l'effort fourni en amont, il sert aussi à rien. Et la quatrième étape, c'est du coup, c'est le scale-up, le déploiement et la mise en production avec toutes les préoccupations que ça peut amener sur maintenir la performance des modèles, etc., etc. Donc en fait, on a bâti cet operating model-là, aussi en faisant le lien avec les process AIS et qualité déjà en place, toujours pareil, pour rassurer et permettre que tout à chacun soit à l'aise avec cette démarche d'innovation. Oui, plusieurs choses intéressantes. Ah. Si, ça marche. Plusieurs choses intéressantes à partager aussi sur ce projet, et notamment dans les opportunités. La première chose à laquelle je pense, c'est l'aspect expérimentation. C'est-à-dire qu'on sait qu'on apprend,
On sait qu'on a on n'a pas toutes les compétences pour y arriver, donc on essaye de suivre ce sujet de très près, et puis un peu comme ce qu'on disait juste auparavant, de bien observer les expériences et de s'ajuster par la suite. Donc on a une gouvernance, on va dire, commune entre les équipes qui sont parties prenantes sur ce projet. On a également une volonté de développer cette culture de la donnée au sein du groupe. Donc on travaille notamment sur des notions de formation. Donc comment les équipes, une fois qu'elles auront un peu pris ces compétences, pourront un peu diffuser cette culture au-delà du projet. On a cette volonté aussi de s'appuyer sur des plateformes sur lesquelles on a déjà investi, sur lesquelles on croit, et donc notamment avec AWS qui est chez nous depuis quelques années, et avoir en fait cette plateforme à disposition qui peut permettre après d'accueillir d'autres besoins métiers. Donc on le verra sur le slide suivant, je crois. Hop. Aujourd'hui, donc, on travaille principalement avec les équipes Customer Service, mais on commence à être approché par les équipes de production, les équipes de la supply, les équipes qualité, la finance et les équipes système d'information. Donc, ce qui est aussi intéressant à noter, c'est qu'on avait déjà entamé une transformation business intelligence il y a quelques années. Et l'idée, c'est de ne pas trop être disruptif par rapport à tout ça, donc de compléter l'architecture du Data Warehouse Global d'entreprise, qui est tout en bas sur notre droite, qui s'appelle SAP BW, et de le compléter donc avec le Data Lake et les sources de données aujourd'hui, donc qui pourront donc dialoguer avec le Data Lake, fournir les informations pour les équipes data engineer, data analyst, et que les data science après puissent poser de l'algorithmie dessus pour être consommés au travers des différents use cases. C'est vraiment une architecture qui a été pensée à la base donc pour le Global Customer Service, mais du coup pour répondre en fait aux besoins de tous les métiers de l'entreprise. Et donc on a posé les briques fondamentales de cette architecture avec AWS qui sont exposées là. Donc assez classiquement, on a toute la partie donc on retrouve les sources de données et la partie stockage sur le bas. On a différentes technologies en fonction de la source pour ingérer les données, les faire passer en fait dans le Data Lake, sur la plateforme Data Lake. On va s'appuyer sur les services S3 d'AWS pour stocker cette donnée-là, donc dans les différentes couches un peu simplifiées qu'on a vu juste avant, entre la donnée très, très brute et puis la donnée qui est très raffinée et hautement disponible. On va s'appuyer sur les services Glue Catalog et puis Lambda pour ingérer, processer, transformer cette donnée-là. Et la valeur, finalement, on va aller la chercher avec une brique qui existe déjà de DataVis, donc pour tout ce qui va être data discovery ou en tout cas analyse descriptive. Donc c'est ces tableaux qui est utilisé et qui est déjà en place chez Biomérieux au-dessus du SAP BW. Donc ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va avoir la même plateforme d'analyse descriptive pour attaquer les deux typologies de sources de données. Et puis la partie SageMaker, donc un service qui permet aux data scientists de concevoir leur algorithme, de le faire apprendre et puis après de le déployer. Et on retrouve sur la droite un ensemble de briques et de services qui sont plus annexes mais finalement très essentiels et en fait qui permettent de committer l'ensemble du code, gérer la sécurité, assurer le suivi du billing de la plateforme, donc qu'est-ce qu'on va refacturer à qui, faire le monitoring, la supervision, etc. Comme on le disait, on peut peut-être passer au slide suivant, on est dans une approche dans laquelle on apprend, on fait les choses de manière progressive, et donc en fait on aime l'idée de dire qu'on offre un produit à nos utilisateurs, à nos métiers. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à bâtir le projet et les fondations du Data Lake. Donc ce qu'on voit là, c'est assez classiquement, vous retrouvez, ce qui est intéressant de voir, c'est quelles sont les features qui vont être attendues par qui dans l'organisation, entre si je suis business, si je suis LIS, et quand dans le cycle de vie de mon projet, entre si je suis dans une phase très exploratoire ou une phase de portfolio ou une phase de production. Et donc on a défini un certain cadencement dans la mise en place de ces features et de ces services qui vont du coup être déployés progressivement en différentes vagues. Et bien sûr, ce qu'on imagine aujourd'hui être le contenu de la vague future, en fait, sera revisité à l'aune de ce qu'on aura expérimenté dans les premières vagues.
On peut peut-être passer au slide suivant. Si ça fonctionne. Au niveau des challenges, on en a déjà un tout petit peu parlé. Pour Biomérieux, c'est nouveau. Donc, qui dit nouveauté, dit besoin de se poser tout un tas de questions sur nos organisations, nos compétences et la façon dont on va appréhender les choses. Ce que je trouve intéressant dans l'approche, c'est qu'on essaye d'aller chercher les compétences là où elles sont dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une communauté de data scientists assez importante, plutôt orientée sur la recherche dans le monde du diagnostic. Mais ces compétences, en fait, se joignent à nous pour apporter leur expertise sur cette data science. L'expertise système d'information fournit, elle, tout ce qui est plateforme et donc industrialisation de la chose. On a ce challenge effectivement de culture de la donnée. Au départ, je parlais un peu de fantasme du data lake, donc il faut arriver à expliquer au métier que c'est pas juste en chargeant les données dans un S3 que miraculeusement la réponse va sortir. Donc on travaille sur ces aspects-là également. L'offre service et l'offre produit dont parlait Martin juste précédemment aussi, c'est quelque chose qu'on souhaite développer, puisque une fois la plateforme en place à disposition, l'idée c'est de pouvoir sortir des produits assez rapidement de cette plateforme et les mettre à disposition de nos métiers, voire peut-être demain de nos clients. Et donc, ce qui est aussi, je trouve intéressant, c'est qu'on a une gouvernance et une organisation aujourd'hui très transverse et qui nous permet de bien avancer sur ce projet. Tu t'occupes des slides, ça marche. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Xavier Delacour, je suis Solution Architect chez AWS. J'ai la chance d'accompagner Biomérieux depuis un peu plus d'1 an, et plus particulièrement bien sûr sur ce sujet data, les équipes de Capgemini qui travaillent avec nous. Comment est-ce que la plateforme finalement est venue un peu soutenir ce projet? L'idée derrière, c'est que si on prend un petit peu de recul par rapport au process qui a été montré par Martin, finalement il se résume un petit peu à ça. L'idée, c'est de commencer par des idées, d'expérimenter ces idées, de prendre des feedbacks. Et si ces feedbacks sont bons, on continue, on améliore l'idée, on continue à expérimenter, on prend des nouveaux feedbacks, et on se retrouve finalement dans une flywheel, un cercle vertueux d'innovation, et qui permet finalement de changer un petit peu les habitudes. Et même si on est dans une continuité d'un sujet BI qui a été commencé il y a très très longtemps chez Biomérieux, on permet d'innover et d'améliorer les choses et d'apporter des nouvelles solutions sur la plateforme. Et bien sûr, pourquoi est-ce que AWS peut vous aider sur ce sujet-là et pourquoi est-ce qu'on aide Biomérieux sur ce sujet-là? C'est qu'on essaye tout simplement de réduire le coût de l'échec. Ce serait une lapalissade de dire que si pour avoir des expérimentations réussies, il faut plus expérimenter. L'intérêt de la plateforme, c'est que vous allez pouvoir expérimenter et jeter si jamais on a un échec sur cette expérimentation. Donc l'objectif, c'est expérimenter, expérimenter, expérimenter. Ça coûte pas cher d'expérimenter. Et l'objectif derrière, c'est si ça réussit, on a tout gagné. Si c'est perdu, si c'est un échec, encore une fois, on peut jeter et on n'a plus rien à payer sur la plateforme. Et bien sûr, tout ceci, on vient le soutenir avec des innovations. Si on peut passer au slide suivant, merci beaucoup. Avec des innovations, donc l'histoire d'AWS, c'est bien sûr une histoire d'innovation. Et tous les ans, on essaye de vous fournir un maximum de solutions pour améliorer la plateforme. On passe notre temps à essayer d'améliorer cette plateforme. Et bien sûr, cette plateforme, elle s'améliore via les feedbacks. Donc tout ce qu'on va avoir sur les projets et qu'on va récupérer de toute l'information qu'on récupère sur les projets avec nos clients, on essaye de le faire pour enrichir la plateforme. On a annoncé en 2018 1957 features. Alors ça peut paraître énorme, ça peut être un service complet, ça peut être des changements à l'intérieur d'un service, une amélioration sur S3, l'intelligent tiering, juste pour le prendre par exemple, quand on a besoin de gérer de la donnée chaude, de la donnée froide, on va avoir des solutions qui vont avoir été améliorées sur la plateforme. Et donc en s'appuyant sur une plateforme de ce type-là, on a de l'innovation qui est à disposition en permanence et ça permet juste de se reposer sur des briques qui évoluent tout le temps. Et pour regarder un petit peu les sujets qu'on voit aujourd'hui qui évoluent autour de la plateforme, on a finalement des trends qui se montrent à nous. On vient de parler très longtemps du data lake pendant cette présentation. Bien sûr que le data lake est au centre de tous les sujets et comme le disait très bien Christophe, mettre des données dans un data lake c'est pas suffisant. Bien sûr, il faut savoir quoi en faire, il faut savoir les utiliser. Et c'est là que les autres services finalement viennent compléter cette offre avec des services d'intelligence artificielle, donc la IML, des services de serverless, des nouvelles façons de consommer du compute sur la plateforme, des services d'IoT auxquels on pense pas toujours, mais aujourd'hui on peut en intégrer dans énormément de choses. Et bien sûr les
sujets de edge, comment est-ce que finalement on revient un petit peu vers la mise à disposition de compute, même dans les data centers, avec les offres VMware et les offres Outpost. Donc bien sûr, plein de sujets qui sont à votre disposition. Un dernier mot sur l'IoT. N'hésitez pas à venir nous voir sur le stand AWS, puisqu'on a un jumeau numérique qu'on pourra vous démontrer. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on a un peu de temps pour des questions, c'est ça? Ok, 5 minutes. Donc on commence par la deuxième question, si j'ai bien compris, hein, c'est ça. Est-ce que vous arrivez à quantifier d'une manière assez précise le retour sur investissement de ces use cases? Je prends, puis tu complètes. Alors en fait, non. Parce que c'est impossible en partant juste d'une idée de faire l'étude de toutes les dimensions, etc. Il y a trop d'incertitudes. Par contre, au plus on se rapproche là, dans l'operating model du moment où je déploie en production, et au plus en fait on a une vision raffinée et précise du business case. Donc au démarrage, même quand on fait la priorisation des cas d'usage les uns par rapport aux autres, on a un cas d'usage sur quel levier je vais agir, des gros indicateurs pour se dire ok là finalement ça représente combien d'heures je peux passer à se déplacer par rapport au reste. Donc on a des gros métriques et plus on avance et plus on raffine ça. Et quand je disais au démarrage qu'il faut qu'on ait une vision de la valeur, enfin qu'il faut qu'on soit préoccupé par la valeur à toutes les étapes, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, on se dit bah ok, c'est quoi finalement la valeur? Et on met ça dans une balance, puis on se dit bah ça vaut le coup. On continue ou est-ce que du coup on arrête? Et du coup, qu'est-ce qu'on aura appris si jamais on arrête? C'est une fois en production, est-ce qu'on peut évaluer la création de valeur justement sur ces nouveaux services? Je pense qu'on le saura l'année prochaine. Est-ce qu'on les calcule? Est-ce qu'on a cette préoccupation? Oui, bien évidemment, il y a cette préoccupation, un peu comme l'expliquait Martin dans les différentes phases. Aujourd'hui, on n'a pas encore de modèle en production. L'idée, c'est de pouvoir les déployer l'année prochaine. Et ce sera très intéressant, je pense, de confirmer les attentes qu'on aura mesurées au moment de l'operating model avec ce qui sera en production. Oui, bonjour. Sur les cas d'usage, comment est-ce que vous avez adressé les cas d'usage qui traitaient des données personnelles? Je te la laisse, celle-là ou... En fait, je vais répondre assez simplement. C'est qu'on a eu la chance de ne pas avoir trop de problématiques autour des données personnelles. Pourquoi? Parce que non, c'est pas qu'on les a écartées, mais c'est que dans la nature de ce qu'on voulait faire, hein, c'est bien arriver à utiliser les données pour réduire le coût de maintien de la base installée. Et donc, dans les pistes qu'on en a, en fait, il y a peu de choses qui sont de l'ordre de l'opérateur en lui-même, donc pas trop de données personnelles. Et par contre, un autre sujet auquel on n'a pas été confronté et qui peut être hyper problématique, c'est que les machines de diagnostic, finalement, réalisent des tests patients. Et donc là, on a de la donnée qui est hyper critique. Simplement, aujourd'hui, les données qui sont récupérées portent sur l'équipement en lui-même et son fonctionnement, mais pas du tout sur les résultats de tests. Donc, on n'en est pas encore là, mais ouais. Ça va arriver. Il faudra qu'on se pose la question. On a le cas, peut-être, alors c'est un peu différent des données personnelles, mais c'est plus lié à la donnée qui doit rester dans une zone géographique, notamment sur les instruments qui sont basés aux États-Unis, où il va falloir qu'on réfléchisse à quelle architecture on peut mettre en place pour conserver, garantir cette sécurité d'information basée aux États-Unis. On le fera avec AWS certainement, et pour continuer à faire fonctionner le modèle. Si je peux rajouter juste un mot. Juste pour aller au bout de la question, un dernier mot. Donc sur la localisation, quand vous choisissez d'héberger vos données dans une région AWS, on vous garantit contractuellement que ces données restent dans cette région. Donc typiquement, si vous avez des problématiques de localisation sur les données aux États-Unis, on va pouvoir vous garantir que si vous choisissez une région aux États-Unis, ces données restent aux États-Unis. Deuxième chose, sur la partie patient, aujourd'hui AWS propose des régions qui sont validées HDS, donc aucun souci pour venir héberger ce type de données, et tous les mécanismes bien sûr qui permettent d'anonymiser et éventuellement de chiffrer ces données à disposition. Venez nous rencontrer, voilà, on sera là aujourd'hui, n'hésitez pas pour continuer l'échange.